BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Le grand journal de New York, on fait le point désormais sur le marché immobilier américain. On prend le pouls de ce secteur avec Joël Laroche. Bonjour. Bonjour Sabrina. Vous êtes agent immobilier indépendante sous la houlette de l'agence Douglas Elliman. Vous êtes spécialiste du marché new-yorkais. On y revient en détail dans quelques instants. Votre vue d'ensemble d'abord, pour commencer sur ce marché américain. Selon les chiffres d'Axiométrique, les loyers ont en moyenne grimpé de 4,1% sur le premier trimestre, ce qui est solide, mais ça s'essouffle par rapport au premier trimestre 2015 où la hausse était de 5%. Comment ça s'explique? Et puis surtout, est-ce que c'est une tendance? Est-ce que ça va durer? C'est pas vraiment une tendance. En fait, le marché immobilier dans l'ensemble des États-Unis a à peu près retrouvé un état à peu près normal. Ouais. Donc, quand on dit l'augmentation a diminué, c'est pas un problème, franchement. C'est juste aussi les loyers diminuent toujours en hiver. Un petit peu plus en janvier, on a eu un été, enfin plutôt on a eu un hiver qui était très doux. C'est pas du tout les tendances. C'est pas une tendance, non. Donc on va pas voir les loyers baisser, mais on attend les loyers augmentent moins. Mais... Les loyers augmentent moins. Non, c'est pas bien pour beaucoup de monde. Hein, mais... si on regarde un petit peu, c'est pour ceux qui possèdent ces apparts, c'est plutôt pas mal. Oui, mais tout augmente, c'est-à-dire avec le revenu des loyers, tout ce qu'ils vont acheter. Il y a des poches, on imagine. Alors effectivement, ça recule ici, mais ça explose ici. Et si on regarde sur des marchés que les Français aiment beaucoup, je pense notamment à Miami, mais également à New York. Mais commençons par Miami. Là, c'est bien particulier. Alors, le marché de Miami intéresse énormément les investisseurs français, puisqu'en fait, suivant qu'ils souhaitent du soleil, ils vont investir à Miami, ou bien plus une vie de business, à ce moment-là, ils vont investir à New York. Donc le marché à Miami, les ventes ont baissé. On a eu les chiffres récemment, là on a eu les chiffres le 1er avril, c'était pourtant pas une plaisanterie. On a eu les chiffres du premier trimestre 2016. Les ventes par rapport à l'année dernière ont baissé de l'ordre de 20% à Miami. Cependant, le marché immobilier normal, qui s'adresse à des gens normaux qui investissent à Miami aux alentours de entre 500 000 et 1 million et quelques, ce marché-là marche très bien. Les problèmes qu'il y a eu à Miami, en fait, c'est qu'il y a eu un excès de construction d'immobilier de grand luxe et le marché international des pays d'Amérique du Sud ces pays rencontrent des difficultés actuellement comme le Brésil et ça se ressent énormément sur les achats immobiliers à Miami. Aussi, les short sales, c'est-à-dire les ventes forcées qui avaient été en nombre extraordinaire après la crise de 2008, ont été en fait absorbées très rapidement. On pensait qu'après 2008, il faudrait une dizaine d'années pour qu'elles soient vendues et ça a pris 3-4 ans. Donc c'est un marché qui est toujours solide. Donc le marché est très solide, absolument. Les ventes, les achats et au niveau des locations? Alors les locations, ça va, ça augmente doucement. Oui, c'est pas quelque chose... Non, il n'y a pas de drame du tout. Bon, allez, le marché américain, là, c'est vraiment... Le marché new-yorkais. Pardon, le marché new-yorkais, c'est vraiment votre spécialité. Vous êtes basé ici. Oui, tout à fait. Comment ça se passe là Alors, en fait, ici, à New York, on peut dire qu'il y a deux marchés. Il y a un marché qui fait la une des médias, et parce que c'est amusant, c'est-à-dire par exemple, quand un appartement se vend à 100 millions de dollars, c'est vrai que c'est intéressant quand il n'y a plus d'acheteurs. Alors, il y a beaucoup moins d'acheteurs. Il y a beaucoup moins d'acheteurs pour les appartements à 100 millions de dollars, mais ça représente en fait 10% du marché. Ce marché-là rencontre des difficultés. Il y a peu d'acheteurs internationaux. Tous les acheteurs internationaux, style les Brésiliens, les Russes, les Indiens, les Chinois, rencontrent dans leur pays des difficultés économiques et sont moins présents sur le marché du grand luxe. Le grand luxe, ça veut dire le square feet à 10 000 $, ça veut dire un appartement au-dessus de 5 millions, mais ça peut aller jusqu'à 100 millions. L'autre jour, j'allais visiter un appartement 157 pour des clients, 83e étage, une vue extraordinaire, c'est-à-dire qu'on pouvait voir à la fois le parc ressemblait à un timbre-poste. On pouvait voir tout le nord de Manhattan, on pouvait voir tout le Queens, on pouvait voir tout le New Jersey, on pouvait voir tout Brooklyn. Si on se retournait, on voyait la mer et peut-être même la France. Il y a moins de clients pour ce genre de choses. Mais bon, la vue était époustouflante, mais le prix aussi, 60 millions de dollars. Il y a peu de gens qui sont concernés. Il y a 4 chambres. Voilà. Il y a 4 chambres, c'est un plateau entier, 4000 et quelques square feet, donc c'est pas du tout inhumain. La seule chose inhumaine, c'est le prix. Ouais, 60 millions de dollars. Et donc ça vient sur le marché là ou ça fait un petit moment? Non, ça fait un petit moment. Cet immeuble a été construit, c'est le premier qui a été lancé dans la Billionaires Row, donc l'avenue des milliardaires. Et ce marché-là est en grande partie concerne en grande partie les étrangers, les clients internationaux. Et maintenant, cette partie du marché, qui n'est que 10% des ventes de Manhattan, rencontre des difficultés. En revanche, les 90%
du reste du marché, qui est le marché que, des gens qui peuvent acheter un appartement avec les revenus du travail, disons en dessous de 5 millions, ce qui est déjà extrêmement cher, mais la plupart de mes clients investissent dans ce marché-là. Ce marché-là n'a pas de problème. Au contraire, on a encore battu un record là, par rapport à l'année dernière. Le premier trimestre 2016 a battu un record. Les prix en moyenne ont augmenté de 34% pour les condos. Ouais. C'est-à-dire qu'un condo maintenant, en moyenne, coûte 2,9 millions à Manhattan. Les condos plus les coops, 2 millions le record. D'accord. Donc c'est hallucinant. Donc là, ça continue. Là, il y a pas. Alors non, pas du tout, voilà, au contraire. ça continuait, et maintenant on remarque depuis le premier trimestre que ça se stabilise. Ouais. Et ça se stabilise parce qu'il y a un début de la montée des taux d'intérêt, ce qui fait que moins de gens peuvent emprunter, moins de gens peuvent acheter, et donc ça se stabilise. Donc la plupart des économistes estiment... Attends, ça s'est fait en décembre, là, cette remontée de taux. Tout de suite, là, il y a un effet. Premier trimestre 2016, il y a déjà un effet, absolument. Ça se stabilise à des prix élevés. Et ce n'est que le début, donc oui. bon, alors après on ne sait pas à quel rythme ça va se faire, mais certains évoquaient peut-être le mois d'avril là pour une nouvelle hausse des taux, même si c'est vraiment pas garanti. Hein, voilà, à chaque fois qu'il y a une hausse des taux, il va falloir que les prix de vente s'ajustent en fonction des hausses de taux. Donc du coup, là, on va peut-être aller sur une tendance... Ils monteront moins. Ouais. Ils monteront moins. Il ne s'est pas construit d'immeubles à des prix raisonnables. C'est-à-dire que les seules choses que les acheteurs lambda peuvent s'offrir sont des reventes des appartements qui ont déjà été habités. Toutes les nouvelles constructions sont systématiquement du grand luxe. Et en fait, pourquoi? Notamment, la raison essentielle, c'est parce que le prix du terrain est tellement élevé que les promoteurs immobiliers n'arrivent pas à trouver une rentabilité en faisant des prix qui seraient moins élevés. Et il y en a de plus en plus là, parce que si on regarde il en un est petit peu arrivé à énormément. Ça construit partout. Et il en est arrivé énormément sur le marché, absolument. Est-ce que vous avez là, il y a encore aujourd'hui, avril, des constructions de luxe là, qui se oui, font complètement. Bien sûr, parce qu'en fait, ça prend des années. Quand un promoteur immobilier décide de faire une tour, il achète les air rights à tous les immeubles aux alentours. Ça prend 10-15 ans avant de mettre un projet en place comme ça. Donc, il en arrivera, même si le marché cesse d'augmenter. Bon, est-ce qu'il y a des quartiers là qui se distinguent? On avait beaucoup parlé la dernière fois de Brooklyn, qui devient de plus en plus cher. On en est où là? En fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que Manhattan monte, par exemple, pour parler des locations. Manhattan monte un petit peu, mais pas beaucoup. Il y a énormément de concessions qui sont faites par les propriétaires. Brooklyn monte davantage et le Queens monte beaucoup plus. Ça y est, on a le Queens qui arrive. Ça y est, on a le Queens qui arrive, exactement. C'est assez intéressant à observer. Quelles sont les particularités là pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas forcément? Parce que bien sûr, on connaît Manhattan, Brooklyn peut-être un tout petit peu plus. Alors le Queens? Alors le Queens, c'est un borough de New York qui est tout près de New York, qui est à une station de métro. Si on va par exemple habiter à Long Island City, c'est une station de métro de Grand Central, donc d'un quartier Midtown où il y a énormément de bureaux. On peut tout à fait travailler Midtown et habiter Long Island City. Et on passera un quart d'heure porte à porte. Donc pareil, des nouvelles constructions ont été faites. Elles continuent à pousser aussi un petit peu comme des champignons, ce qui parfois présente des inconvénients, parce que si vous avez loué un appartement dans un immeuble qui avait une magnifique vue, il y a quelques années, il se peut qu'aujourd'hui vous ayez une construction qui vous bloque complètement la vue qui était incroyable, puisque vue du Queens sur Manhattan, c'est une vue extraordinaire, beaucoup plus belle que les vues de Manhattan sur le Queens, évidemment. Donc là, ça commence à se développer. Par exemple, si on regarde un appartement, je ne sais pas, qu'est-ce qui se vend le plus? C'est quoi? C'est un 2 pièces, 3 pièces? Ce qui se vend le plus, en fait, dans tous les quartiers, ce sont les 2 pièces et 3 pièces. 2 pièces, 3 pièces. Alors là, pour une location, déjà. Alors, pour une location, par exemple, on peut penser qu'un appartement de... je vais vous dire, par exemple, un appartement de 2 chambres, parce que souvent ce sont les familles qui ont des enfants qui vont plutôt habiter dans le Queens, et ils essayent de rester dans Manhattan tant qu'ils n'ont pas vraiment besoin d'augmenter la surface de leur appartement. Donc par exemple, pour ce qui est des Français, ils vont plutôt louer dans le Queens quand ils auront besoin d'une 2e chambre. Donc on peut trouver dans les $5,000 par exemple. Donc, 5 000 $, mais c'est immeuble de luxe avec vue extraordinaire. D'accord. Oui, mais c'est sûr. Avec gym, avec tous les services incroyables. J'espère bien à ce prix-là. 5 000, et ça veut dire que Brooklyn, c'est un tout petit peu plus? Il n'y a pas beaucoup d'appartements anciens dans le Queens qui sont habités en tout cas par les Français. Les appartements anciens sont habités par des gens qui habitent là depuis très longtemps et sont de moindre qualité. Donc les Français préfèrent habiter dans les appartements de luxe dans le Queens et pouvoir profiter d'un magnifique appartement avec une magnifique vue pour le prix d'un appartement un petit peu médiocre à Manhattan. Avec un peu plus de place aussi. Oui, aussi, absolument. Et la plage... Et oui, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a la plage qui est juste à côté. Bien sûr, tout à fait, la plage. Parce qu'on oublie souvent que Manhattan est une île et qu'on est au bord de la mer. Elles sont pas mal en plus, les plages du Queens. Brooklyn, là, si on regarde un petit peu le même appart... Oui, Brooklyn a monté aussi, un petit peu moins que le Queens, mais il reste plus cher que le Queens. Parce que Brooklyn
Peut-être le même appartement serait dans les 5500 $, peut-être. D'accord. Hein, et Manhattan, là, et Manhattan, serait, là, si c'est quelque chose de luxe, ben, ça pourrait être par exemple 7000. D'accord, ouais. À peu près. Quand même sur des loyers qui sont un petit peu plus élevés. Oui. Il y a des quartiers là, on parlait beaucoup de Tribeca, Soho, qui est de plus en plus frenchy d'ailleurs. Oui, tout à fait. Sur le retail, en fait, il y a beaucoup plus de Français maintenant. Ils sont partout. Il y a beaucoup de Français qui viennent s'installer à Manhattan, autant pour des jeunes qui viennent étudier que des gens qui viennent faire des investissements et puis au moment où ils prennent leur retraite viennent y habiter une partie de l'année, et que des gens qui viennent créer leur business ou continuer leur business à Manhattan. Il y a énormément de Français très dynamiques qui viennent ici, et notamment, comme vous disiez, il y a beaucoup de gens qui ouvrent des magasins pour des marques françaises. Ouais, alors le luxe, la cosmétique, la gastronomie. Les no startups, les tech aussi, qu'on reçoit bien sûr dans ce grand journal de New York. Les familles aussi, parce que il y a de plus en plus d'écoles. Oui, il y a énormément de programmes francophones. Absolument. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'écoles vraiment françaises. Il y a quelques écoles françaises. Elles sont très chères. Elles sont de toute façon extrêmement chères puisqu'elles sont privées. Mais maintenant, il y a eu un développement énorme de programmes francophones dans les écoles publiques qui permettent à des familles de s'installer dans des bons quartiers et de mettre leurs enfants dans une école où ils pourront continuer un programme scolaire francophone en parallèle d'un programme américain, bien sûr, et gagner tout l'intérêt de la biculture. Du coup, là, vos clients français, là, quand vous les rencontrez, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils veulent aller où? C'est quoi le quartier des Français, là, où il faut absolument aller? Les Français adorent, par exemple, quand ils sont en famille, ils adorent Upper West Side ou Upper East Side. Ouais, ça reste quand ça même, reste complètement classique. Les choses ne changent pas, en fait, d'une année à l'autre. C'est-à-dire que les Français sont toujours intéressés par être près de l'école de leurs enfants, près de leur bureau. Ils hésitent entre être dans le Westchester ou dans New York. Quand ils sont à New York, si leurs enfants, par exemple, s'ils sont expatriés, leurs enfants seront au lycée français, l'entreprise financera la scolarité des enfants et ils habiteront près de l'école à Upper East Side, ou bien ils traverseront le parc à Upper West Side. Le parc reste un intérêt énorme pour les Français. Beaucoup de Français aiment courir et les papas en général et les mamans sont super contents de ne pas être loin du parc, même quand leurs enfants sont grands et qu'ils n'ont plus besoin de les amener pour jouer. Bah oui, c'est important d'avoir un petit peu d'espace vert, surtout quand on a des appartements qui sont pas si grands que ça. Oui, absolument. Si on peut, ensuite, quand les gens sont jeunes et qui n'ont pas d'enfants, par exemple, ils préfèrent nettement habiter downtown. Donc là, ils vont préférer habiter Chelsea, ils vont préférer habiter Soho, Tribeca, tous ces quartiers-là, parce que c'est là où il y a l'animation toute la nuit, quoi. Donc le village. Comment vous voyez les choses évoluer là sur le courant de 2016, d'ici la fin? Parce qu'on parlait tout à l'heure de hausse de taux. Ça va continuer, ça veut dire probablement les taux vont continuer d'augmenter, les prix vont monter moins. Donc a priori, d'après ce qu'on prévoit, c'est qu'il continuera à y avoir des transactions. Il n'y aura pas de nouveaux appartements, ce sera essentiellement des reventes. Sinon, les projets de grand luxe qui vont avoir des difficultés à se vendre, pour l'instant, enfin a priori. Donc ça reste toujours un investissement très intéressant pour des Français. C'est-à-dire que quand on voit, si on veut investir dans quelque chose, l'immobilier est toujours un endroit sûr. Et Manhattan est toujours un endroit sûr, quel que soit le chaos économique dans lequel se trouvent certains pays. Il est toujours bon d'avoir un appartement. Par exemple, tous les gens qui avaient investi dans les appartements avant la crise, donc au moment des prix où les prix étaient les plus élevés à Manhattan, aujourd'hui, on fait une plus-value. Donc ça a pris quelques années. Ils ont eu un peu chaud aux oreilles en pensant s'ils étaient obligés de revendre, ça aurait été un problème. Mais si on investit sur le long terme, l'immobilier à Manhattan a toujours montré une plus-value. Ça n'a jamais existé que les gens perdent de l'argent en achetant à Manhattan, à moins qu'ils n'aient été obligés de vendre à un certain moment. Eh ben, on restera là-dessus. Merci beaucoup pour votre analyse, Joël, dans ce grand journal de New York. On vous retrouve bientôt. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants.